En bon historien de l'art, Jean-Christophe You adore fouiller dans les greniers. C'est là qu'il a mis la main sur ces images filmées par son père dans les années 50 et dont il sortira un documentaire 40 ans plus tard, rue de Liège, en 2 temps. La foi dans l'avenir, c'est sûrement ce qui a guidé son grand-père chinois, venu étudier en Belgique dans les années 20. Jean-Christophe tombe un jour sur cette photo de ses ancêtres qui va lui inspirer sur la piste de Yubin, où il mêle la petite histoire, celle de sa famille, à la grande. Et quand il filme Roger Someville, le peintre muraliste, son idole en art qui lui accorde une de ses dernières interviews, c'est de communisme, encore, et d'engagement dont il est question. Someville nous emmène dans les salons feutrés de l'OTAN ou dans les couleurs criardes d'une station de métro où plane à tout jamais son autodérision. Jean-Christophe You, s'il n'y avait qu'une image, celle qui a peut-être lancé votre carrière de documentariste, réalisateur, ce serait celle-ci. Et on y voit un homme d'un certain âge. Qu'est-ce qu'elle signifie? Ah, mon père, hein. Mon père, décédé aujourd'hui, qui aura vu le début de la préparation du dernier film que je viens de terminer, sur la piste de Yubin, qui n'aura pas vu le résultat malheureusement, mais qui forcément m'est cher, pas seulement parce qu'il est mon père, parce qu'il m'aura transmis des valeurs vraiment qui sont vraiment très importantes pour moi. Ce regard sur la vie, ce regard sur l'art, la culture, la fraternité, les hommes, des choses simples aussi, un sens de l'humour, le sens de la dérision aussi. Je ne prétends pas avoir tout ça, mais je vois bien que ces choses qui me passionnent, qui m'intéressent aujourd'hui, que j'essaie de transmettre à mon tour avec ma compagne auprès de notre film, vient de là. Votre père qui était réalisateur à la RTBF. Réalisateur à la RTBF, qui avait commencé comme comédien dans le théâtre et le cinéma à Paris, puis qui a travaillé à la Cinémathèque Langlois, le grand créateur de la grande cinémathèque parisienne, française, Henri Langlois, et puis qui a travaillé d'abord à la radio, où il s'occupait d'une émission notamment pour immigrés, ça s'appelait Ciao Michi, fin des années 60, il s'occupait beaucoup de ça, avec passion aussi. L'accueil de l'autre, c'est important aussi, hein, l'accueil de l'immigration, celui qui vient d'ailleurs pour telle ou telle raison. Et puis, comme réalisateur à l'RTBF, alors pendant très longtemps. Donc, oui. C'est une image fondatrice. Oh, on peut dire ça comme ça, oui. Il y en a eu d'autres, mais c'est important, bien sûr. Bien sûr. Et elle se poursuit par celle-ci. Voilà. Un mur sur lequel est écrit en wallon « Demain, il fera jour ». Demain, il fera jour, oui. Oui. C'est la fin d'un film qu'il a réalisé en 1956, qui s'appelait « Les rues de Liège ». Et puis que j'ai retrouvé un jour dans les caves de mon père. J'avais l'habitude de fouiller dans les caves pour retrouver des traces, des archives, des journaux, des photos. Et là, je retrouve un vieux film 16 mm. J'en parle à mon père. On est en train de... Je lui ai rendu visite. Il me dit, laisse ça, ça n'a aucun intérêt. Laisse ça, petit con, ça n'intéresse à personne. Bon, je profite, il est monté faire pipi. Je redescends dans la cave, je prends le film, je le mets dans ma voiture. Et puis, l'air de rien, quoi. Je me remets à table pour l'entendre quand il est redescendu de faire pipi. Bref. Alors ce film-là, finalement, qui n'a aucun intérêt pour lui, je le présente dans un cadre associatif, dans un quartier de Liège, dans une grande église, enfin l'église Sainte-Foy en l'occurrence, quartier nord. Et il y avait tellement de monde que le curé est venu me voir à l'après pour me dire « Monsieur Yves, vous revenez quand vous voulez, je n'ai jamais vu autant de monde dans mon église. » Voilà. Quai de la Batte. Quai de la Goffe. Ici badaude le peuple du dimanche. Ici flâne le touriste, en quête de pittoresque ou de bon marché. Marché aux puces, semblable à ceux d'ailleurs. Toujours pareil et pourtant, jamais lassant pour ceux qui savent voir. On y trouve de tout, bien entendu, absolument de tout. Alors on approchait ce film-là, Les rues de Liège, balade à 2 temps. C'est une balade dans Liège, une balade poétique dans Liège. C'est pas une balade touristique, mais poétique.
Et la fin du film, c'est « Demain il ferait jour », ça veut dire « Demain il fera jour », ça veut dire que l'espoir est là. C'était le regard de mon père aussi, hein, quelque part. Il avait une confiance en l'histoire, en l'humanité, il avait ses humeurs, ses contradictions comme tout le monde, mais ce que j'aimais toujours, c'est qu'il y a quelque chose de positif à la fin, quoi. « Demain il fera jour ». Et c'est la fin de la première partie de ce film qui plus tard est devenu « Les rues de Liège, balade à 2 temps », parce qu'après avoir projeté ce film à l'église Sainte-Foy, des collègues de mon père lui ont proposé de faire une suite. Et en 96, en l'occurrence, il réalise une autre suite qui s'appelle Les rues de Liège aussi. Les deux mis ensemble, c'est Les rues de Liège, balade à 2 temps, 1956-1996. Voilà. Alors dans la présentation du film, quelque part, on a mis aussi « Est-ce que demain il fera jour ?» avec un point d'interrogation. En 96, le temps est passé. Les temps sont déjà plus durs. Ça fait déjà 20 ans maintenant. 21 ans, là, à l'air de rien. Oui. Les temps étaient déjà plus durs. Ils le sont encore davantage aujourd'hui. Donc on se pose malgré tout la question, est-ce que demain il fera jour ? Voilà. On espère, en tout cas. À partir à partir d'un film, à partir de ça, on pourrait parler de plein de choses. Hein. De philosophie. De philosophie. Alors, votre manie de sale gamin continue. Vous allez chercher encore, j'imagine, dans les greniers de votre père, et vous trouvez cette photo-ci. On y voit une famille chinoise. Mais pas dans le grenier, dans la même cave. C'est dans la même cave. Un autre jour, je remonte avec une vieille photo, comme ça, et je suis fort intrigué, bien entendu. Et puis après enquête auprès de la famille chinoise avec laquelle nous venions de renouer après des décennies de perte de vue, ils me disent mais ils n'ont plus cette photo-là non plus. Mais et cette photo toute simple va être le point de départ d'un film qui raconte l'histoire de votre grand-père arrivé en même temps que Chou En-lai en Europe. Voilà. À partir de la vie de mon grand-père, effectivement, j'essaie d'évoquer un pan d'histoire des Chinois en Europe dans les années 20. Mais pas seulement des Chinois. En fait, je prends prétexte des Chinois pour parler de l'Europe, comment elle va à l'époque, du monde, comment il va à l'époque, et ce qu'il en est devenu aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est le même sujet. Hein. Quelque part, c'est le même sujet que j'essaie de retraverser, que ce soit avec Yubin ou Roger Somville ou Demain il ferait jour avec mon père. C'est un peu le même sujet, l'histoire, ce que devient l'humanité, ce qu'elle peut devenir, ce qu'elle peut encore faire. Et puis j'ai retrouvé plus tard une vieille photo dans les caves de la maison de mon père. Une famille chinoise, de type classique, pose devant l'objectif. Des jeunes, des moins jeunes, c'est ma propre famille chinoise. La dame avec les petits pieds bandés, les pieds de lys, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Autour, mon arrière-grand-père, des oncles et tantes de mon père. Et puis il y a un homme qui porte des lunettes et la moustache, avec la panoplie du parfait mandarin chinois. C'est mon arrière-grand-père, Yu Huandong. Celui-ci a participé, au début du XXe siècle, à la chute de l'Empire Qing et à l'avènement de la première République chinoise. On va parler maintenant de votre processus. Voilà. Il y a cette photo, joyeux désordre, des photos, des objets cherchés de nouveau dans les caves de votre père. Là, un peu plus que chez mon père, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Là, il y a vraiment beaucoup. C'est ce que j'appelle le travelling chinois. Donc, c'est une des séquences sur la piste de Yubin. Dans une des séquences qui revient régulièrement dans le film, il y a une espèce de parabole sur l'histoire du XXe siècle en Europe et en Chine. Et dans cette parabole-là, c'est une caméra qui survole un amoncellement ordonné. C'est pas un désordre, c'est un désordre vraiment ordonné. Il y a des photos, des documents, des écrans de télévision aussi, qui sont des points de ponctuation de l'histoire du XXe siècle en marche, quoi. Il y a une caméra qui se balade autour de tout ça. Alors, pour faire ça, j'avais besoin d'un très grand espace, ouvert, amical. C'était en l'occurrence l'Athénée royal de Liégeun, qui pendant 2 semaines m'a ouvert ses locaux. J'avais même la clé. Et on est dans le gymnase, là? On est dans un des 2 grands halls omnisports de l'Athénée de Liégeun, où j'ai pu avoir accès pendant 2 semaines. Il a fallu beaucoup de temps, effectivement, pour installer le matériel, pour installer les documents, les mettre dans l'ordre. 2 jours de tournage, et puis beaucoup de temps après pour ranger, et puis pour balayer aussi. C'est un très beau travelling. Voilà. C'est le travelling chinois, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et j'ai eu d'aide de beaucoup de monde là-bas, beaucoup de monde, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, donc je devais compter sur des bénévoles, et beaucoup de bénévoles professionnels aussi m'ont aidé pour réaliser cette séquence. Alors vous parlez de processus, là, plus de financement, voilà. J'adore cette photo. Oui. On y voit votre fille, je pense, voilà, hein, c'est Fantine. Ça Fantine. Ah oui, Fantine, ça c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. J'étais au début du processus, je cherchais de l'argent pour faire le film.
J'en avais un petit peu, mais pas grand-chose. Donc elle avait dû m'entendre réagir de mauvaise humeur derrière mon ordinateur, derrière mon courrier. C'est pas très grand chez moi. Donc elle avait dû m'entendre. Et puis, à un moment donné, j'entends « Papa ?» Oui, ma chérie, qu'est-ce qui... Papa ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Voilà, papa. Il y avait une petite coupelle avec 2,50 €, 3 €. C'est pour faire ton film, papa. Voilà, elle avait 6 ans, quelque chose comme ça, quoi. C'est pour faire ton film, papa. Voilà. Les films de Fantine présents au début du générique. Le générique de début, le générique de fin, c'est ça. C'est pour moi le 3,50 € qui vous ont c'est le plus important. reboosté et redonné l'espoir. Voilà. Et vous vous êtes dit, sans doute ce jour-là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ce film, je dois le faire. Je dois faire ce film. J'ai pas assez pour en vivre de manière décente, si je puis dire, mais ça, c'est important. C'est le producteur le plus important du film. Le plus important du film, c'est les films de Fantine. Ah oui, ma fille, ça... Alors là, de nouveau, on est un peu dans l'enfance avec ce très beau cerf-volant. Oui. Voilà. C'était fait, d'après le film, par une bénévole artiste qui s'appelle Patricia Meuse, qui m'a donné des coups de main aussi, pour le travelling chinois notamment. Et ça représente donc un symbole d'un très beau film fait en 1956 aussi, Le cerf-volant du bout du monde, un film franco-chinois, qui évoque en gros, pour faire très court, une histoire d'amitié entre des enfants de Montmartre, des enfants de Paris et des enfants de Chine. Voilà. Et c'est une histoire poétique qui évoque l'amitié, la fraternité, et qui traverse quelque part sur la piste de Yubin, qui commence le film en gros, et qui le termine aussi, parce qu'en dépit de tout ce qui se passe dans l'histoire, de tout ce qui s'est passé, de tout ce que mon grand-père a vécu lui-même, puisque ça se termine assez mal. Oui, puisqu'on voit la montée du communisme, l'espoir qu'il porte mais toute ma cette famille utopie politique, mais qui se termine très mal, puisqu'il va mourir dans un... De manière très contradictoire, parce que ma famille reste toujours porté par cet espoir-là. Encore maintenant. Moi y compris d'ailleurs. Mais c'est les paradoxes de l'histoire, les contradictions parfois terribles de l'histoire. Je dois assumer, en l'occurrence, c'est la mort de mon grand-père dans des conditions assez tragiques, comme beaucoup de Chinois, n'est pas le seul. Et en même temps, cet espoir qu'il avait porté lui, qui porte ma famille et qui me porte moi aussi. De là, la présence du cerf-volant du bout du monde, à la fin du film aussi, c'est-à-dire l'espoir, la fraternité, reste toujours un rendez-vous important, fondamental. Dernière photo. Pour un arrêt sur image, nous sommes dans une station de métro, c'est ça ? Voilà, la station de métro en quart à Bruxelles, où Roger Sommerville a fait une très grande fresque qui s'appelle Notre temps, et qui évoque les contradictions, on y revient encore, les contradictions de notre temps. Et dans cette fresque que je trouve extraordinaire, il évoque à la fois Pinochet, c'est l'époque de la dictature de Pinochet, il évoque une discussion de café, par exemple, des syndicalistes, des militants pour la paix en train de parler entre eux. C'est la vie, c'est la vie. Et puis une femme, l'amour. Il peint tout ça ensemble. Et il en fait une fresque vraiment extraordinaire, qui fait partie de ce film. Roger Sommerville, un artiste parmi les hommes. Un jour, j'étais seul dans le métro et je regardais, il y avait une fissure et je regardais où elle était pour communiquer ça à la STIP. J'étais dans un coin. Dans l'autre coin, il y a un escalier. Il n'y avait personne. Et il y a une dame qui arrive, une femme de 60 ans, 65 ans, avec un sac avec des légumes qui dépassaient. Et elle avait la tête penchée, elle montait les escaliers. Donc je la vois, tout d'un coup, elle se redresse. Elle ne m'avait pas vu, il n'y avait personne. Et elle dit « Quelle horreur !» C'est une scène parfaitement délicieuse tirée de votre film Sommerville, un artiste parmi les hommes. Et pour la petite histoire, l'anecdote, c'est pas vraiment une femme. Non, c'est pas vraiment une femme. Mais Sommerville m'en parlait depuis très longtemps de cette histoire-là. Donc cette dame-là, je l'avais vraiment en tête depuis 1993, en gros, la première fois que je l'ai interviewée pour un autre film. Et s'agissant maintenant d'un film à son sujet, donc Sommerville, un artiste parmi les hommes, s'est dit j'ai envie qu'on voit cette femme, quoi, finalement. On en parle tout le temps, on ne la voit jamais. Et puis j'avais mon frère avec moi, Maxime, qui fait à la fois la musique et les sons de mes films, mais qui est aussi comédien. Et je dis, tu ferais bien la femme, hein, tu ferais bien la femme, tu ferais bien la vieille femme. Il a accepté tout de suite. Donc il a pris un déguisement de vieille femme, on a pris un sac, un caban, puis on était allé acheter des légumes et on a répété quelques fois la vieille femme qui descend l'escalier, qui regarde la peinture, qui dit quelle horreur. C'est Maxime qui a fait le... C'est très réussi, il est très beau en vieille femme. C'était très bon et on s'est bien amusé, vraiment. Ouais.
Je n'ai plus de photos en main. C'est à vous de m'en donner une pour parler de votre image à venir, celle qui suscitera peut-être votre prochain film. C'est encore quelque chose que j'ai trouvé dans une cave. Voilà, donc vraiment, je recommande à tout le monde, si vous avez... Enfin, tout le monde a des histoires de famille extraordinaires qu'on ne soupçonne pas, hein. Il faut les fouiller dans les caves, à bon escient, bien entendu, on trouve des choses parfois. Et là, ce sont les caves de ma grand-mère maternelle. Un jour, je monte de sa cave avec un carnet de poésie. Et c'est le carnet de poésie de ma maman, ma mère qui est décédée dans la fin des années 60. Un dessin. Et dans ce carnet de poésie, je trouve un dessin que je trouve extraordinaire, qui est touchant, extrêmement touchant, mais qui est en même temps plein de sens. Alors, ce dessin représente une farandole. C'est les peuples du monde entier. Donc, c'est une jeune fille qui dessine ça au lendemain de la guerre. Les peuples du monde entier, avec le chapeau américain pour l'américain, tous en costume folklorique. Un indien, mais tous les peuples du africain. monde se donnent la main, la farandole. Et la première personne de la farandole, c'est une jeune fille qui tient le drapeau belge avec la faucille et le marteau. C'était l'après-guerre. À l'époque, les mouvements communistes étaient très très forts, la résistance était très forte, l'espoir était très fort d'une société de paix, de fraternité, de justice sociale. C'était l'état d'esprit de l'époque. Je suis très ému par ce dessin d'abord parce que c'est ma mère qui fait ça, mais parce qu'il est plein de sens. Ça symbolise vraiment des choses que ressentaient des millions de personnes à l'époque. La paix universelle allait arriver enfin. Et ce serait peut-être le début, vers le début d'un autre projet, dans lequel je me racontais encore, c'est un peu mes marottes finalement, ça revient tout le temps, en dépit des guerres, etc., des malheurs, etc., l'espoir existe-t-il, oui ou non? Moi, je prétends qu'il peut exister, même dans les conditions les plus difficiles. Au lendemain de la guerre, on est sorti de l'horreur, donc tout est détruit. Donc imaginez à l'époque qu'on construit une société fraternelle, une sécurité sociale qui marche, etc., c'était de l'utopie à l'époque, et pourtant on l'a fait. On l'a fait parce qu'il y avait le rapport social qui était là aussi. Même si on a l'impression de vivre le pire maintenant, on se dit que le meilleur est quand même peut-être à venir. Le meilleur est toujours à venir. De toute façon, c'est ça ou c'est la mort. Donc autant se donner ça comme rendez-vous. La paix, la fraternité, ça reste des horizons indépassables. Merci Jean-Christophe Hugh. Merci aussi. On espère bientôt voir ce film. Merci.